Alors bonjour à tous. Je vais dans cet audio vous faire la lecture d'un passage du livre de René Guénon, Orient et Occident, édition Vega, dont l'ISBN est 2 85 829 449 6. Donc le prix est de 16 euros. Donc la première lecture se fera sur le premier chapitre de la première partie, qui s'intitule Illusion occidentale. Chapitre 1er, Civilisation et progrès. La civilisation occidentale moderne apparaît dans l'histoire comme une véritable anomalie. Parmi toutes celles qui nous sont connues plus ou moins complètement, cette civilisation est la seule qui se soit développée dans un sens purement matériel. Et ce développement monstrueux, dont le début coïncide avec ce qu'on est convenu d'appeler la Renaissance, a été accompagné, comme il devait l'être fatalement, d'une régression intellectuelle correspondante. Nous ne disons pas équivalente, car il s'agit là de deux ordres de choses entre lesquels il ne saurait y avoir aucune commune mesure. Cette régression en est arrivée à un tel point que les Occidentaux d'aujourd'hui ne savent plus ce que peut être l'intellectualité pure, qui ne soupçonnent même pas que rien de tel puisse exister. De là leur dédain, non seulement pour les civilisations orientales, mais même pour le Moyen-Âge européen, dont l'esprit ne leur échappe guère moins complètement. Comment faire comprendre l'intérêt d'une connaissance toute spéculative à des gens pour qui l'intelligence n'est qu'un moyen d'agir sur la matière et de la plier à des fins pratiques, et pour qui la science, dans le sens restreint où ils l'entendent, vaut surtout dans la mesure où elle est susceptible d'aboutir à des applications industrielles. Nous n'exagérons rien. Il n'y a qu'à regarder autour de soi pour se rendre compte que telle est bien la mentalité de l'immense majorité de nos contemporains. Et l'examen de la philosophie à partir de Bacon et de Descartes ne pourrait que confirmer encore ces constatations. Nous rappellerons seulement que Descartes a limité l'intelligence à sa raison, qu'il a assigné pour unique rôle à ce qu'il croyait pouvoir appeler métaphysique de servir de fondement à la physique, et que cette physique elle-même était essentiellement destinée, dans sa pensée, à préparer la constitution des sciences appliquées, mécanique, médecine et morale, dernier terme du savoir humain tel qu'il le concevait. Les tendances qu'il affirmait ainsi ne sont-elles pas déjà celles mêmes qui caractérisent à première vue tout le développement du monde moderne? Nier ou ignorer toute connaissance pure et suprarationnelle, c'était ouvrir la voie qui devait mener logiquement, d'une part, au positivisme et à l'agnosticisme, qui prennent leur parti des plus étroites limitations de l'intelligence et de son objet, et, d'autre part, à toutes les théories sentimentalistes et volontaristes qui s'efforcent de chercher dans l'infrarationnel ce que la raison ne peut leur donner. En effet, ceux qui, de nos jours, veulent réagir contre le rationalisme n'en acceptent pas moins l'identification et l'intelligence tout entière avec la seule raison, et ils croient que celle-ci n'est qu'une faculté toute pratique, incapable de sortir du domaine de la matière. Bergson a écrit textuellement ceci. J'ouvre les guillemets. L'intelligence envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle est de la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils. Intéressant, non? Et d'en varier indéfiniment la fabrication. Je ferme la parenthèse. Et encore, l'intelligence, donc j'ouvre les guillemets, l'intelligence, même quand elle n'opère plus sur la matière brute, suit les habitudes qu'elle a contractées dans cette opération. Elle applique les formes qui sont celles mêmes de la matière inorganisée. Elle est faite pour ce genre de travail. Seul ce genre de travail la satisfait pleinement. Et c'est ce qu'elle exprime en disant qu'ainsi seulement elle arrive à la distinction et à la clarté. Je ferme les guillemets. À ces derniers traits, on reconnaît sans peine que ce n'est point l'intelligence elle-même qui est en cause, mais tout simplement la conception cartésienne de l'intelligence, ce qui est bien différent. Et à la superstition de la raison, la philosophie nouvelle, comme disent ses adhérents, en substitue une autre, plus grossière encore par certains côtés, la superstition de la vie. Le rationalisme, impuissant à s'élever jusqu'à la vérité absolue, laissait du moins subsister la vérité relative.
L'intuitionnisme contemporain rabaisse cette vérité à n'être plus qu'une représentation de la réalité sensible, dans tout ce qu'elle a d'inconsistant et d'incessamment changeant. Enfin, le pragmatisme achève de faire évanouir la notion même de vérité en l'identifiant à celle d'utilité, ce qui revient à la supprimer purement et simplement. Si nous avons un peu schématisé les choses, nous ne les avons nullement défigurées, et, quelles qu'aient pu être les phases intermédiaires, les tendances fondamentales sont bien celles que nous venons de dire. Les pragmatistes, en allant jusqu'au bout, se montrent les plus authentiques représentants de la pensée occidentale moderne. Qu'importe la vérité dans un monde dont les aspirations, étant uniquement matérielles et sentimentales, et non intellectuelles, trouvent toute satisfaction dans l'industrie et dans la morale. Deux domaines où l'on se passe fort bien en effet de concevoir la vérité. Sans doute, on n'en est pas arrivé d'un seul coup à cette extrémité, et bien des Européens protesteront qu'ils n'en sont point encore là. Mais nous pensons surtout ici aux Américains, qui en sont à une phase plus avancée, si l'on peut dire, de la même civilisation. Mentalement aussi bien que géographiquement, l'Amérique actuelle est vraiment l'extrême Occident. Et l'Europe suivra, sans aucun doute. Alors, petit commentaire, regardez juste les faits actuels. Si rien ne vient d'arrêter le déroulement des conséquences impliquées dans le présent état des choses. Mais ce qu'il y a peut-être de plus extraordinaire, c'est la prétention de faire de cette civilisation anormale le type même de toute civilisation, de la regarder comme la civilisation par excellence, voire même comme la seule qui mérite ce nom. C'est aussi comme complément de cette illusion la croyance au progrès, envisagée d'une façon non moins absolue et identifiée naturellement dans son essence avec ce développement matériel qui absorbe toute l'activité de l'occidental moderne. Il est curieux de constater combien certaines idées arrivent promptement à se répandre et à s'imposer, pour peu, évidemment, qu'elles répondent aux tendances générales d'un milieu et d'une époque. C'est le cas de ces idées de civilisation et de progrès, que tant de gens croient volontiers universelles et nécessaires, alors qu'elles sont en réalité d'inventions toutes récentes, et que, aujourd'hui encore, les trois quarts au moins de l'humanité, aujourd'hui plus, persistent à les ignorer ou à n'en tenir aucun compte. Jacques Bainville a fait remarquer que, j'ouvre les guillemets, si le verbe civiliser se trouve déjà avec la signification que nous lui prêtons chez les bons auteurs du XVIIIe siècle, le substantif civilisation ne se rencontre que chez les économistes de l'époque qui a précédé immédiatement la Révolution. Littré cite un exemple pris chez Turgot. Littré, qui avait dépouillé toute notre littérature, n'a pas pu remonter plus loin. Ainsi, le mot civilisation n'a pas plus d'un siècle et demi d'existence. Il n'a fini par entrer dans le dictionnaire de l'Académie qu'en 1835, il y a un peu moins de 200 ans. L'Antiquité, dont nous vivons encore, n'avait pas non plus de terme pour rendre ce que nous entendons par civilisation. Si l'on donnait ce mot-là à traduire dans un thème latin, le jeune élève serait bien embarrassé. La vie des mots n'est pas indépendante de la vie des idées. Le mot de civilisation, dont nos ancêtres se passaient fort bien, peut-être parce qu'ils avaient la chose, s'est répandu au XIXe siècle sous l'influence d'idées nouvelles. Les découvertes scientifiques, le développement de l'industrie, du commerce, de la prospérité et du bien-être avaient créé une sorte d'enthousiasme et même de prophétisme. La conception du progrès indéfini, apparue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, concourut à convaincre l'espèce humaine qu'elle était entrée dans une ère nouvelle, celle de la civilisation absolue. C'est à un prodigieux utopiste bien oublié aujourd'hui, Fourier, que l'on doit d'appeler la période contemporaine, celle de la civilisation et de confondre la civilisation avec l'âge moderne. La civilisation, c'était donc le degré de développement et de perfectionnement auquel une nation européenne était parvenue au XIXe siècle. Ce terme, compris par tous, bien qu'il ne fût défini par personne, embrassait à la fois le progrès matériel et le progrès moral, l'un portant l'autre, l'un uni à l'autre, inséparables tous deux. La civilisation, c'était en somme l'Europe elle-même, c'était un brevet que se décernait le monde européen. Je ferme les guillemets. C'est là exactement ce que nous pensons nous-mêmes, et nous avons tenu à faire cette citation, bien qu'elle soit un peu longue, pour montrer que nous ne sommes pas seuls à le penser.
petite parenthèse, cette citation est disponible dans le livre de... Donc, dans l'ouvrage L'avenir de la civilisation, revue universelle du 1er mars 1922, les pages 586 à 587. Je continue la lecture. Ainsi, ces deux idées de civilisation et de progrès, qui sont fort étroitement associées, ne datent l'une et l'autre que de la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire de l'époque qui, entre autres choses, vit naître aussi le matérialisme. Et elles furent surtout propagées et popularisées par les rêveurs socialistes du début du XIXe siècle. Il faut convenir que l'histoire des idées permet de faire parfois des constatations assez surprenantes et de réduire certaines imaginations à leur juste valeur. Elle le permettrait surtout si elle était faite et étudiée comme elle devrait l'être, si elle n'était, comme l'histoire ordinaire d'ailleurs, falsifiée par des interprétations tendancieuses ou bornées à des travaux de simple érudition, à d'insignifiantes recherches sur des points de détail. L'histoire vraie peut être dangereuse pour certains intérêts politiques. Et on est en droit de se demander si ce n'est pas pour cette raison que certaines méthodes en ce domaine sont imposées officiellement à l'exclusion de toutes les autres. Consciemment ou non, on écarte a priori tout ce qui permettrait de voir en clair, en bien des choses, et c'est ainsi que se forme l'opinion publique. Mais revenons aux deux idées dont nous venons de parler, et précisons que, en leur assignant une origine aussi rapprochée, nous avons uniquement en vue cette acception absolue et illusoire selon nous, qui est celle qu'on leur donne le plus communément aujourd'hui. Pour le sens relatif dont les mêmes mots sont susceptibles, c'est autre chose, et comme ce sens est très légitime, on ne peut dire qu'il s'agisse en ce cas d'idées ayant pris naissance à un moment déterminé. Peu importe qu'elle ait été exprimée d'une façon ou d'une autre, et si un terme est commode, ce n'est pas parce qu'il est de création récente que nous voyons des inconvénients à son emploi. Ainsi, nous disons nous-mêmes très volontiers qu'il existe des civilisations multiples et diverses. Il serait assez difficile de définir exactement cet ensemble complexe d'éléments de différents ordres qui constitue ce qu'on appelle une civilisation. Mais néanmoins, chacun sait assez bien ce qu'on doit entendre par là. Nous ne pensons même pas qu'il soit nécessaire d'essayer de renfermer dans une formule rigide les caractères généraux de toute civilisation, ou les caractères particuliers de telle civilisation déterminée. C'est là un procédé quelque peu artificiel, et nous nous défions grandement de ces cadres étroits où se complaît l'esprit systématique. De même qu'il y a des civilisations, il y a aussi, au cours du développement de chacune d'elles, ou de certaines périodes plus ou moins restreintes de ce développement, des progrès, portant non point sur tout indistinctement, mais sur tel ou tel domaine défini. Ce n'est là en somme qu'une autre façon de dire qu'une civilisation se développe dans un certain sens, d'une certaine direction. Mais comme il y a des progrès, il y a aussi des régressions. Et parfois même, les deux choses se produisent simultanément dans des domaines différents. Donc, nous y insistons. Tout cela est éminemment relatif. Si l'on veut prendre les mêmes mots dans un sens absolu, ils ne correspondent plus à aucune réalité, et c'est justement alors qu'ils représentent ces idées nouvelles qui n'ont cours que moins de 2 siècles, et dans le seul Occident. Certes, le progrès et la civilisation, avec des majuscules, cela peut faire un excellent effet dans certaines phrases aussi creuses que déclamatoires, très propres à impressionner la foule pour qui la parole sert moins à exprimer la pensée qu'à suppléer à son absence. À ce titre, cela joue un rôle des plus importants dans l'arsenal de formules dont les dirigeants contemporains se servent pour accomplir la singulière œuvre de suggestion collective sans laquelle la mentalité spécifiquement moderne ne saurait subsister bien longtemps. À cet égard, nous ne croyons pas qu'on ait jamais remarqué suffisamment l'analogie pourtant frappante que l'action de l'orateur notamment présente avec celle de l'hypnotiseur, et celle du dompteur est également du même ordre. Nous signalons en passant ce sujet d'étude à l'intention des psychologues. Sans doute, le pouvoir des mots s'est déjà exercé plus ou moins en d'autres temps que le nôtre. Mais ce dont on n'a pas d'exemple, c'est cette gigantesque hallucination collective par laquelle toute une partie de l'humanité en est arrivée à prendre les plus vaines chimères pour d'incontestables réalités. Et parmi ces idoles de l'esprit moderne, celles que nous dénonçons présentement sont peut-être les plus pernicieuses de toutes.
Il nous faut revenir encore sur la genèse de l'idée de progrès. Disons, si l'on veut, l'idée de progrès indéfini, pour mettre hors de cause ces progrès spéciaux et limités dont nous n'entendons aucunement contester l'existence. C'est probablement chez Pascal qu'on peut trouver la première trace de cette idée, appliquée d'ailleurs à un seul point de vue. On connaît le passage, voire fragment d'un traité du vide, où il compare l'humanité à un même homme, alors j'ouvre les guillemets, un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement pendant le cours des siècles. Je ferme les guillemets. Et où il fait preuve de cet esprit antitraditionnel qui est une des particularités de l'Occident moderne, déclarant que, j'ouvre les guillemets, ceux que nous appelons anciens étaient véritablement nouveaux en toutes choses, je ferme les guillemets, et qu'ainsi leurs opinions ont fort peu de poids. Et sous ce rapport, Pascal avait eu au moins un précurseur, puisque Bacon avait déjà dit avec la même intention Antiquitas seculi juventus mundi. Il est facile de voir le sophisme inconscient sur lequel se base une telle conception. Ce sophisme consiste à supposer que l'humanité dans son ensemble suit un développement continu et unilinéaire. C'est là une vue éminemment simpliste qui est en contradiction avec tous les faits connus. L'histoire nous montre en effet à toute époque des civilisations indépendantes les unes des autres, souvent même divergentes, dont certaines naissent et se développent pendant que d'autres tombent en décadence et meurent, ou sont anéanties brusquement dans quelque cataclysme. Et les civilisations nouvelles ne recueillent point toujours l'héritage des anciennes. Qui oserait soutenir sérieusement, par exemple, que les Occidentaux modernes ont profité, si indirectement que ce soit, de la plupart des connaissances qu'avaient accumulées les Chaldéens ou les Égyptiens, sans parler des civilisations dont le nom même n'est pas parvenu jusqu'à nous. Du reste, il n'y a pas besoin de remonter si loin dans le passé, puisqu'il y a des sciences qui étaient cultivées dans le Moyen-Âge européen et dont on n'a plus de nos jours la moindre idée. Si l'on veut conserver la représentation de l'homme collectif qu'envisage Pascal, et qu'il appelle très improprement homme universel, il faudra donc dire que s'il est des périodes où il apprend, il en est d'autres où il oublie, ou bien que tandis qu'il apprend certaines choses, il en oublie d'autres. Mais la réalité est encore plus complexe, puisqu'il y a simultanément, comme il y en a toujours eu, des civilisations qui ne se pénètrent pas, qui s'ignorent mutuellement. Telle est bien aujourd'hui plus que jamais la situation de la civilisation occidentale par rapport aux civilisations orientales. Au fond, l'origine de l'illusion qui s'est exprimée chez Pascal est tout simplement celle-ci. Les Occidentaux, à partir de la Renaissance, ont pris l'habitude de se considérer exclusivement comme les héritiers et les continuateurs de l'Antiquité gréco-romaine, et de méconnaître ou d'ignorer systématiquement tout le reste. C'est ce que nous appelons le préjugé classique. L'humanité dont parle Pascal commence aux Grecs, elle se continue avec les Romains, puis il y a dans son existence une discontinuité correspondant au Moyen-Âge, dans lequel il ne peut voir, comme tous les gens du XVIIe siècle, qu'une période de sommeil. Enfin vient la Renaissance, c'est-à-dire le réveil de cette humanité qui, à partir de ce moment, sera composée de l'ensemble des peuples européens. C'est une bizarre erreur, et qui dénote un horizon mental singulièrement borné, que celle qui consiste à prendre ainsi la partie pour le tout. On pourrait en découvrir l'influence en plus d'un domaine. Les psychologues, par exemple, limitent ordinairement leur observation à un seul type d'humanité, l'occidental moderne, et ils étendent abusivement les résultats ainsi obtenus jusqu'à prétendre en faire, sans exception, des caractères de l'homme en général. Voilà, je continuerai dans la prochaine intervention vidéo. Merci beaucoup.